sénatrice Corinne Narassiguin. Bonjour. Vous êtes la sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Vous siégez au Parti socialiste et vous êtes également membre de la commission des lois au Sénat. Oui. Vous êtes restée très proche, même si vous êtes sénatrice de la Seine-Saint-Denis, vous êtes restée très proche des problématiques ultramarines, notamment le dossier calédonien et la question de la réforme du droit du sol à Mayotte, des sujets qu'on va développer dans ce numéro de Regard là-dessus. Tout d'abord, on va revenir sur le dossier calédonien. Vous avez participé à une mission avec le sénateur Patrick Caner. Récemment, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'est rendu en Nouvelle-Calédonie et Oui. a apporté des propositions de l'État. Est-ce qu'on va enfin dans le bon sens sur ce dossier? Oui, je crois qu'on va dans le bon sens effectivement sur ce dossier parce que Manuel Valls, en tant que, je crois, ancien Premier ministre, qui avait donc pris très au sérieux ce dossier, comme en réalité tous les premiers ministres jusqu'à Édouard Philippe. Ça s'est malheureusement arrêté une fois que Édouard Philippe est parti de Matignon. Manuel Valls avait pris le dossier à cœur quand il était à Matignon et connaît les acteurs, connaît les problématiques et a voulu vraiment retrouver le sens du processus de Matignon et de Nouméa. Je pense que c'est grâce à cela, à cette connaissance du dossier et cette volonté de revenir dans ce qui est le cadre de ce qui avait fonctionné, le cadre du processus de paix et de réconciliation et aussi de reconnaître que c'est aussi un processus d'autodétermination et de décolonisation, que c'est ça qui a permis de retrouver le dialogue. Donc c'est important, c'est une première étape mais qui reste fragile. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Vous avez également reçu la nouvelle présidente du Congrès. Que s'est-il tiré de cet entretien? Oui, alors on a ici avec le groupe socialiste, on a 4 sénateurs qui sommes membres du groupe de contact, notamment avec Patrick Caner, vous l'avez dit, qui est président de notre groupe. Et dans ce cadre-là, on a reçu notamment la présidente, la récente nouvelle présidente du Congrès issue de l'éveil océanien. Je crois qu'on a vu aussi à travers elle cette volonté de dialogue, cette urgence qui reste de la reconstruction dans la situation économique et sociale désastreuse dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie, le besoin bien sûr de sécurité et le besoin de donner des perspectives à la jeunesse, mais aussi le besoin d'avoir un État qui de nouveau joue son rôle d'acteur impartial pour reprendre le dialogue, pour aussi aller jusqu'au bout des transformations institutionnelles, donc retrouver la possibilité d'un accord dans les prochaines semaines. Alors comment, en tant que sénatrice, vous pouvez aider l'État, mais aussi les deux autres partis, indépendantistes et non indépendantistes, à rester dans ce dialogue constructif qu'on sait qui est très difficile et très fragile? Alors moi je vois mon rôle à double titre, d'abord parce que le Sénat a un rôle très particulier dans le processus néo-calédonien, c'est-à-dire qu'on a quand même la réputation auprès des acteurs calédoniens d'être une chambre qui connaît bien ce dossier, qui le traite avec sérieux. J'ai pu me déplacer en Nouvelle-Calédonie il y a un an de manière très brève, mais dans le cadre d'une mission qui avait été lancée par la commission des lois, mais appuyée par le président Larcher. Et donc j'y étais allée avec, à l'époque, celui qui était président de la commission des lois, François-Noël Buffet, qui a été brièvement ministre des Outre-mer, avec aussi Philippe Bas, qui connaissait déjà bien le dossier calédonien, qui est maintenant au Conseil constitutionnel, et avec Philippe Bonnecarrère, qui maintenant est devenu député. Et donc c'est important que le Sénat apporte son expertise, sa connaissance du dossier, sa capacité d'écoute, cette volonté d'écoute. Et puis aussi parce que je suis socialiste, je crois que les socialistes ont une responsabilité particulière dans ce dossier, parce que les accords de Matignon, c'était avec Michel Rocard, les accords de Nouméa, c'était avec Lionel Jospin, qu'on doit s'inscrire dans cette lignée-là, qui est celle qui a permis de faire la paix, de trouver un processus qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'affirmer son identité, sa singularité par rapport à cette histoire compliquée, et aussi se construire un avenir qui accepte le destin commun des Néo-Calédoniens
et donc la totalité de son histoire de peuplement, et aussi ces étapes de la colonisation, de peuplement qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie. On voit que tout cela, on a craint que tout avait volé en éclats de manière irrémédiable avec les émeutes de mai l'année dernière. Je crois que de nouveau, on voit un espoir réel que finalement les Néo-Calédoniens veulent retrouver le sens de ce destin commun, mais qu'il reste à construire. Et c'est ça aussi, peut-être on a cru un moment qu'on était plus avancé qu'on ne l'était, et on voit qu'en réalité il y a des choses qu'on avait manquées, qu'on n'avait pas réussi à faire correctement. Je pense qu'on a su faire beaucoup de choses d'un point de vue de transfert de compétences institutionnelles dans le passé, mais qu'on n'a pas suffisamment construit au niveau économique et social, notamment pour la jeunesse, et qu'on n'a pas vraiment aussi pris suffisamment en compte ce que veut dire le processus de décolonisation pour les Kanaks, et de ce que veut dire construire cette citoyenneté calédonienne qui permette à tous les Calédoniens, quelle que soit leur identité d'origine, quel que soit aussi leur rapport avec la France, de construire cette citoyenneté dans laquelle ils peuvent se retrouver. Et justement, ce lien de la France avec la Nouvelle-Galles, c'est un point fort et aussi le point aussi de conflit. Oui. Comment s'en sortir pour que les deux parties s'entendent, pour qu'il y ait un accord, si c'est possible. Alors, on va vers la fin des accords de Nouméa, on les a même déjà dépassés. Oui. Fin de ces accords, il faut trouver un nouvel accord. Comment on arrive à cela? Absolument, on doit trouver un nouvel accord qui soit un accord post-accord de Nouméa et qui doit rester, je crois, dans la philosophie tout de même des accords de Nouméa. Je crois que c'est quand même cela que Manuel Valls a réussi à faire, c'est-à-dire de reposer le cadre des discussions, de reposer le cadre dans lequel les discussions, le dialogue doit avoir lieu pour trouver un accord. Et je crois qu'on a pu craindre, après les émeutes l'année dernière, qu'il y ait une précipitation d'une partie des indépendantistes kanaks d'une déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kanaki, et que de l'autre côté, du côté d'une partie des loyalistes, il y ait une volonté de déclaration aussi unilatérale d'une forme de sécession, de séparatisme au sein de la Nouvelle-Calédonie, de l'archipel. Et fort heureusement, je crois que là, grâce au fait que chacun ait accepté de se remettre autour de la table pour d'abord se parler, et j'espère demain, avec le retour de Manuel Valls à la fin du mois en Nouvelle-Calédonie, entrer dans des vraies négociations, dans le dur des négociations. J'espère qu'on a pu à la fois retrouver ce point d'équilibre qui est à la fois reconnaître que le droit à l'autodétermination reste plein et entier, mais aussi reconnaître que, quoi qu'il arrive, le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France doit rester. Que c'est ensuite l'accord qui doit définir la nature de ce lien. Mais que nos histoires restent maintenant des histoires qui sont entremêlées, et que c'est à nous de trouver quelle est la place institutionnelle, quelle est la forme institutionnelle que doit prendre cette relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et donc je crois vers une forme quand même de reconnaissance justement que la Nouvelle-Calédonie doit avoir un statut très particulier, un statut nouveau qui n'existe pas encore dans la République aujourd'hui. Alors, autre sujet d'actualité, Mayotte, Oui. qui a été dévasté récemment par le cyclone Chido le 14 décembre dernier. Sur le plan politique, on parle beaucoup aussi de la question de la réforme du droit du sol pour ce territoire. Oui. Le Sénat va bientôt examiner ce texte de loi. Et vous êtes notamment l'autrice d'un amendement sur ce texte de loi qui réclame la suppression de cet article. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre démarche? Oui, donc c'est une proposition qui vient de l'Assemblée nationale qu'on examine ces jours-ci, très prochainement, dans les prochains jours au Sénat. On est constant chez les socialistes sur le fait qu'on est contre ces modifications. On était déjà contre les modifications lors de la loi Collomb en 2018, qui avait déjà créé des aménagements spécifiques à Mayotte pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Nous estimons qu'il y a évidemment beaucoup de problèmes à Mayotte. Et évidemment, après Chido, c'est d'abord les questions de reconstruction. Et c'est une bonne chose que j'entends qu'il y a un projet de loi de reconstruction qui vient du gouvernement, un nouveau projet de loi supplémentaire qui arrive très bientôt, et c'est absolument nécessaire.
on doit aussi reconnaître qu'il y a un vrai problème avec la question de la gestion de l'immigration irrégulière à Mayotte, c'est une évidence, mais nous pensons que cette question du droit du sol n'est pas la bonne manière de résoudre la question de l'immigration irrégulière à Mayotte, qu'il n'y a aucun lien établi, démontré, entre la question du droit du sol et le fait qu'il y a des gens qui viennent à Mayotte en situation irrégulière, donc qui viennent sans passer par un processus normal de demande de visa, etc. Et donc, c'est pour ça que nous avons déposé un amendement de suppression, parce que nous pensons que c'est une très mauvaise... une proposition de loi qui est inutile pour Mayotte par rapport au problème que auquel Mayotte fait face, c'est que c'est une espèce d'écran de fumée qui va résoudre aucun problème. Et puis en plus, nous pensons que c'est une brèche, parce que si nous voulons considérer justement que Mayotte, c'est un département français à part entière, et c'est ce que les Mahorais réclament, alors la loi pour Mayotte doit être la même pour tous, sur des questions aussi fondamentales que l'acquisition de la nationalité française. Et donc cette loi doit être la même dans toute la République. Et il ne faut pas non plus que Mayotte soit utilisée comme un prétexte pour commencer à casser le droit du sol en France de manière plus générale. Ensuite, après Mayotte, peut-être que justement, ça sera un autre département d'outre-mer, peut-être que ça sera la Guyane, peut-être que ça sera aussi dans l'Hexagone, le département que je représente au Sénat, la Seine-Saint-Denis, où on a aussi beaucoup d'immigration. Donc on ne sait pas où ça, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter, et ça c'est inacceptable. Puis on a un deuxième amendement qu'on a déposé où le premier signataire, mais que je soutiens bien sûr, le premier signataire c'est le sénateur mahorais Saïd Omar Oili qui a rejoint notre groupe récemment, il y a quelques semaines, après des désaccords qu'il avait avec son ancien groupe sur justement la gestion de l'après-cyclone Chido, mais aussi sur ces questions de droit du sol. Il s'était déjà opposé lui aussi depuis longtemps. Il veut rappeler que le premier sujet pour les Mahorais, c'est en réalité la question des visas territorialisés. Et donc il demande à mettre fin à ces visas. Pour justement aussi qu'on puisse desserrer l'étau et sur la gestion et l'intégration des personnes en situation régulière, là aussi à Mayotte. Et donc cet amendement aussi sera porté par le groupe socialiste. Sur cette question, vous allez être livré à une grosse bataille puisque le Sénat, il y a une forte majorité de droite. Comment espérez-vous vous faire entendre? Malheureusement, je crois effectivement qu'on va avoir un vote qui va être favorable à cette proposition de loi au Sénat avec la majorité sénatoriale. Donc on va faire tout notre possible pour faire entendre nos arguments en espérant ensuite qu'on sera peut-être entendu sur la navette ou la commission mixte paritaire à l'Assemblée, mais l'Assemblée a aussi voté malheureusement une version de ce texte. Mais on va aussi prendre si le texte est voté dans les deux assemblées, on va aussi saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il y a une vraie question de constitutionnalité sur cette modification du droit du sol qui est quand même assez substantielle, parce que même si l'article 73 de la Constitution permet des aménagements spécifiques aux Outre-mer, et c'est un article qui reste une très bonne chose, parce que sur beaucoup de sujets, on a besoin de ces adaptations qui sont spécifiques aux Outre-mer. Sur un sujet comme le droit du sol, l'égalité devant la loi est quand même très problématique. Et par ailleurs, puisque nous pensons justement que la spécificité de la situation mahoraise par rapport à la question migratoire ne peut pas être résolue par la question du droit du sol. Et donc, il n'y a pas de raison d'utiliser l'article 73 de la Constitution pour expliquer une différence dans le droit du sol entre Mayotte et le reste de la France. Justement, et comment régler cette question migratoire à Mayotte? On sait que c'est le département le plus pauvre de France, mais il est le plus riche dans la région de l'océan Indien par rapport aux Comores. Comment on fait, sachant que maintenant Mayotte doit se reconstruire? Elle a perdu beaucoup de ses infrastructures publiques. Oui. L'hôpital également a oui. été dévasté. Et malgré tous ces événements, il y a encore des Comoriens qui arrivent. Absolument. Sur le territoire malgré cette situation. Et donc on voit bien que c'est pas non plus justement la question de l'attractivité. Il y a quand même aussi une tentation chez beaucoup de dire faut surtout pas reconstruire Mayotte trop vite, il faut pas mettre en place trop d'infrastructures parce que ça attire l'immigration illégale. La réalité, c'est tout ce qu'on fait, c'est qu'on punit les Mahorais.
il n'y a aucune raison de laisser les Mahorais dans un état de précarité aussi terrible, avec des enfants qui ne vont pas à l'école ou qui vont à l'école à tour de rôle, avec des perspectives économiques qui sont très réduites, avec des infrastructures qui restent extrêmement fragiles. S'il y a un deuxième cyclone, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je crois qu'on voit bien que là, la solution, ça n'est certainement pas de punir les Mahorais, de les laisser vivre dans la misère. C'est au contraire de chercher de faire tout ce qu'on peut pour faire le rattrapage qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps de Mayotte, pour que Mayotte devienne un département français à part entière, vraiment, qu'on le considère comme un département français à part entière, et qu'il ait droit aux investissements auxquels n'importe quel département français devrait avoir droit. Et il faut travailler sur les coopérations dans la zone. Il y a des mesures de sécurité à mettre au niveau naval, mais là aussi il y a des coopérations européennes à chercher, puisque maintenant on est aussi dans une logique où la France essaie de passer par l'Europe pour négocier des accords européens avec certains pays. On sait qu'aujourd'hui, ça ne vient pas uniquement des Comores, ça vient aussi de pays de la Corne de l'Afrique, aussi notamment via Madagascar, et que ce sont des gens qui en fait cherchent un point d'entrée non pas pour finir à Mayotte, mais pour rentrer plus largement en Europe. Et donc il y a un enjeu pour qu'il y ait des accords de coopération, des accords de contrôle migratoire européens sur cette zone-là, pour assister la France dans le contrôle, parce qu'il faut bien contrôler, essayer de limiter l'immigration irrégulière, mais il faut aussi essayer de traiter le problème à la source, c'est-à-dire qu'il faut aussi rétablir des relations beaucoup plus fortes avec les Comores, penser aussi le développement économique des Comores et accepter que Mayotte a choisi d'être française, mais Mayotte a aussi une longue histoire avec les Comores et aussi une longue histoire d'interconnexion familiale avec les autres îles de cette zone. Et donc notamment, on ne va pas effacer en particulier les liens familiaux entre Anjouan et Mayotte. Et donc aussi penser une autre politique migratoire, repenser, est-ce qu'on peut avoir des visas de circulation légales parce qu'en fait, en réalité, il y a beaucoup de Comoriens qui pourraient très bien être contents d'aller y venir et qui ne cherchent pas nécessairement à s'installer à Mayotte. Et aujourd'hui, parce qu'on leur interdit ça, alors ils viennent et puis ils repartent plus. Ils viennent en conditions illégales et ils ne repartent plus. Et donc là, c'est là où il faut regarder le problème globalement, plutôt que d'essayer d'enlever des droits aux Mahorais sous prétexte, en pensant que ça va réduire le problème, alors qu'en réalité, on n'a même pas vu la moindre baisse jusqu'à présent dans ce phénomène d'immigration illégale. Est-ce que la solution peut venir aussi de cette projet de loi tant attendu, loi Mayotte, qui a été maintes fois repoussée? Je ne sais pas ce qu'il y aura exactement dans ce projet de loi Mayotte. J'espère que c'est effectivement un projet vraiment centré sur la question évidemment de continuer à parer aux urgences sur la reconstruction de Mayotte, mais plus largement de penser sur le long terme la construction des infrastructures de services publics, mais aussi des infrastructures qui permettent le développement économique à Mayotte. Mais je ne sais pas encore exactement ce qui sera dans ce projet de loi. Ça ne suffira pas, évidemment. Ça suffira peut-être à résorber certains des problèmes que vivent les Mahorais au quotidien. Évidemment, la question de l'eau, la question aussi de la sécurité au quotidien. Bon, y a des choses qu'on peut faire là-dessus. Sur la question de l'immigration, par contre, ça demandera des choses qui ne passent pas nécessairement par la loi, mais qui passent par le travail de la diplomatie, le travail du ministère des Affaires étrangères, le travail qu'on peut faire au niveau européen. Dans les prochains mois, vous allez défendre une proposition appelée minorité visible qui va être examinée d'ici le mois de mai et dont le but c'est rétablir le lien de confiance entre la police et la population. Pouvez-vous nous parler de ce texte que vous souhaitez présenter? Oui, on a un sujet important aujourd'hui de rupture de lien de confiance entre la police et la population. Et ce que j'ai pu observer non seulement dans le département de la Seine-Saint-Denis, mais aussi à travers des travaux du Sénat, parce que j'ai participé aux travaux qui ont été menés de la mission d'information sur les émeutes de 2023, qu'il y a clairement un point de cristallisation autour de la question des contrôles d'identité.
et que c'est la question des contrôles d'identité dont aujourd'hui on sait qu'il y a, qui sont discriminatoires pour beaucoup, qu'il y a des études du défenseur des droits qui l'ont démontré, il y a eu des avis du Conseil d'État et de la Cour de cassation qui ont reconnu qu'il y a un problème de contrôle au faciès. Ces contrôles d'identité sont devenus symboliques des dysfonctionnements entre la police et toute une partie de notre jeunesse qui sont présumés d'origine étrangère, parce qu'ils sont des minorités visibles. Et donc ça, on voit bien évidemment qu'il y a une injustice terrible vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont victimes, qui sont contrôlées sans aucune raison de manière répétée. Mais c'est en plus aussi un problème pour la police elle-même, parce que ça détériore son image. Ça veut dire qu'eux-mêmes se retrouvent parfois en danger dans des interventions où on a besoin qu'ils puissent intervenir dans certains quartiers, parce qu'ils ne sont pas bienvenus dans certains quartiers. Ça veut dire aussi qu'ils sont moins efficaces dans leur travail, parce que quand on a des bonnes relations avec la police, entre la police et la population, c'est aussi plus facile de faire de la prévention auprès des jeunes. C'est plus facile de faire du renseignement qui permet de lutter contre les narcotrafics qui gangrènent aussi nos quartiers. Les familles dans nos quartiers, y compris les familles de ces jeunes qui sont surcontrôlés par la police, ils ne demandent pas qu'il n'y ait pas de police. Ils veulent de la police. Ils veulent plus de police même, mais ils veulent une police républicaine, une police qui ne harcèle pas leurs enfants, mais qui s'occupe des vrais problèmes de sécurité. Et là, on a une évaluation de la Cour des comptes qui y aurait plus de 30 millions de contrôles d'identité par an. On n'a pas d'informations sur exactement quels sont ces contrôles, pourquoi ils ont eu lieu, est-ce qu'il y a eu des interpellations après. Donc évidemment, il y a la question du récépissé, c'est le sens de ma proposition de loi, mais il y a aussi un besoin de dire qu'on ne peut pas faire des contrôles de police n'importe comment. Que le fait qu'il y ait dans le code de procédure pénale aujourd'hui la possibilité de faire un contrôle d'identité, quel que soit le comportement de l'individu, ça n'est pas possible. C'est ça qui mène à l'arbitraire, c'est ça qui permet la discrimination. Et donc je veux aussi changer cet article du code de procédure pénale pour dire qu'en réalité, les contrôles d'identité aléatoires, ils ne peuvent avoir lieu que dans certains cas très précis, c'est-à-dire autour de manifestations, quand on a vraiment un besoin particulier de s'assurer de l'ordre public, d'assurer l'ordre public. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un comme ça simplement parce qu'il marche dans la rue devant chez lui, qui soit contrôlé sans aucune raison. Ça ne devrait pas être possible. Et puis, à la fois pour protéger les victimes qui veulent porter plainte et à la fois pour protéger les policiers qui font bien leur travail, parce que quand même il faut rappeler que la majorité des policiers font bien leur travail. Je propose aussi qu'on ait de manière obligatoire les caméras piétons qui enregistrent tous les contrôles d'identité. Voilà, donc ça c'est vraiment le sens de la proposition de loi. On voit bien que chez les policiers eux-mêmes aujourd'hui, il y a des études qui montrent que beaucoup se demandent pourquoi on leur fait faire tous ces contrôles d'identité. Ils savent en réalité qu'on leur fait faire quelque chose de totalement inutile, qui dégrade leur image et qui ne leur permet pas de s'occuper des vrais sujets dont ils devraient s'occuper aujourd'hui. Et donc, j'ai peu d'espoir que la droite vote ce texte, mais je pense que c'est important de le mettre au débat avec cette vision aussi équilibrée que possible sur le fait de vouloir lutter contre une injustice, lutter contre une discrimination qui n'est pas digne de la République, mais aussi s'assurer de parler du sens du travail des policiers et d'avoir des policiers qui eux-mêmes retrouvent justement le sens de leur mission et qu'on réaffirme, y compris venu des bancs de la gauche, qu'on a besoin d'une police, mais d'une police républicaine qui est bien formée et à qui on demande de faire des tâches qui sont vraiment utiles à la sécurité au quotidien. Vous avez une vie politique très riche. Vous avez été élu il y a 2 ans au Sénat. Après ces 2 ans déjà de premier mandat, comment analysez-vous la vie politique au Sénat, que ce soit en Outre-mer ou en France, sachant qu'on a connu beaucoup de bouleversements avec des remaniements successifs, la dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, c'est vrai que j'ai eu un début de mandat un peu mouvementé, parce que cette année, même si
à l'Assemblée nationale, ils sont subis évidemment de plein fouet la dissolution, et qu'au Sénat, on n'a pas de dissolution et on n'a pas non plus de vote de censure. Ça vient ensemble. On a aussi subi évidemment tous ces remue-ménages, toute cette instabilité gouvernementale, mais aussi au niveau parlementaire, avec la suspension de travaux, avec les interrogations, les incertitudes sur le budget, le fait qu'on ait dû recommencer à plusieurs reprises le travail sur le budget pour qu'au final il passe quand même il passe au 49.3. Donc tout ça, c'est une période effectivement très instable, et où le rôle du Sénat, c'est peut-être d'essayer d'apporter une stabilité quand on a autant d'instabilité à l'Assemblée nationale. Malheureusement, je crois que le Sénat, la droite, qui est majoritairement à droite depuis très longtemps, on n'a eu que 3 années de majorité à gauche dans l'histoire du Sénat, le Sénat a un peu perdu cette conscience d'être la chambre qui s'assure de la qualité de la loi, qui s'assure de trouver des consensus intelligents entre la gauche et la droite pour la stabilité, pour la qualité de la loi, pour le respect de l'état de droit, pour le respect de notre Constitution. Je regrette que malheureusement, ce qu'on voit comme agitation dans le paysage politique national, et cette dérive de la droite vers l'extrême droite, on la constate aussi dans la droite sénatoriale. On doit quand même se souvenir que le ministre de l'Intérieur actuel a été président du groupe majoritaire ici au Sénat, qu'il garde une très grande influence, et que lui-même a exprimé clairement depuis la place Beauvau que l'état de droit, c'est pas vraiment son sujet, et que la Constitution, c'est un problème. Voilà. Et donc il y a quand même des interrogations à avoir. Donc on essaie quand même, nous, à gauche, de rappeler que le rôle du Sénat, ça doit être non seulement d'être la chambre des territoires, mais aussi la chambre qui modère, la chambre qui tempère, la chambre qui est le point de stabilité quand il y a une agitation politique et des inquiétudes institutionnelles. Par contre, je dois dire que par rapport à l'Assemblée nationale, l'avantage du Sénat, qui reste aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être plus de temps et plus de calme pour faire des missions d'information qui peuvent être plus approfondies, et des commissions d'enquête aussi, qui peuvent être aussi plus posées et moins dans l'écume du traitement médiatique. Alors justement, en parlant de prochaine actualité, quels sont les prochains dossiers, sujets que vous aimeriez étudier au sein du Sénat, au sein d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information? Alors évidemment, je vais continuer à suivre de très très près tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et je vais continuer à me battre contre les multiples propositions de loi qui viennent de la droite sur les questions d'immigration, et parce qu'on voit bien, et de droit de nationalité en général, parce qu'on voit bien que ça continue, ça ne va pas s'arrêter malheureusement. Je vais essayer de poursuivre autant que possible, au-delà de la proposition de loi, le travail que j'ai commencé sur la question de la relation entre la police et la population. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Et puis, on verra ensuite dans les prochains mois, parce que je dois aussi bien sûr m'adapter à ce qui est l'actualité nationale. Mais les sujets sur lesquels j'essaie de creuser mon sillon, ce sont ceux de la question du droit des étrangers, du droit de la nationalité, de la lutte contre les discriminations. Bien sûr, de continuer à garder cet intérêt très particulier, parce que c'est de là où je viens aussi pour les Outre-mer, et aussi sur les questions de sécurité, sur ce que ça veut dire que d'avoir une police républicaine. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci à vous.